Un hôpital en ruine. L'ancien hôpital de Rochefort devrait être transformé en bureaux, logements et salles de spectacle. Un nouvel établissement hospitalier l'a remplacé à l'extérieur de la ville en 2011. Un hôpital en ruine comme un symbole, celui de l'hôpital français en crise. Personnel épuisé, manque de moyens, menaces de fermeture, les 4 fédérations hospitalières du public et du privé ont lancé fin 2018 un cri d'alarme au gouvernement. Alors notre hôpital est-il vraiment malade? Réponse dans cette enquête de région. Le nouveau centre hospitalier de Rochefort est l'un des 1400 hôpitaux publics de France. Un hôpital innovant dans son organisation, il fait partie d'une communauté hospitalière de territoire. Elle regroupe les différents établissements du nord de la Charente-Maritime et partage des équipes médicales, techniques ou administratives. Est-ce un modèle d'avenir pour nos hôpitaux publics dont les déficits s'aggravent partout en France? C'est notamment ce que l'on verra. Vous avez tendance, par exemple, on va dire, un examen d'imagerie, de le faire 3 fois, alors qu'avec une fois, ça suffirait. On n'est pas là pour maximiser du profit. Donc ce modèle de rapprochement, pour vous, c'est l'avenir. C'est aussi ça qui va permettre à un système d'encore mieux soigner. Il y a une règle d'or depuis 2008 dans le fonctionnement d'un hôpital, la tarification à l'acte. En clair, chaque activité médicale donne droit à une dotation précise pour son budget. Une course à la rentabilité, disaient les opposants. Ce n'est d'ailleurs pas la seule mesure d'économie qui fait débat à l'hôpital. Alors comment sont faits les choix pour vous soigner? Qui décide vraiment? C'est ce que l'on va voir avec notre première enquête. C'est un foudroiement. L'arrivée de la nouvelle société a provoqué un foudroiement pour l'équipe, mais pour le SAMU, puisque le SAMU, lui, il perd sa capacité d'action. Oh, je crois quand même, oui, qu'on renie pas le serment d'Hippocrate, mais il y a quand même des moments où on en est loin. La médecine change, les attentes des patients changent, et on ne peut pas penser le système de santé comme il était il y a 30 ans. C'est pas possible. Retour en octobre 2017. Le CHU de Limoges présentait fièrement le nouvel hélicoptère du SAMU, plus grand, plus performant. Mais rapidement, cette annonce fait tousser certains observateurs dans une région au relief et à la météo difficile, où les grands axes routiers sont rares. Jean-Richard Mansancal est un ancien pilote du SAMU. Et donc vous êtes arrivé à Limoges quand alors? Je suis arrivé en avril 90. Et vous arriviez de l'armée à l'époque alors? J'arrivais de l'armée, du régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg. Tout au long de sa carrière, il a participé à la mise en place de protocoles particulièrement efficaces. Nous avions pu embarquer avec lui. De nuit, l'appareil de Limoges se posait sur des stades éclairés avec un dispositif fixe, se posait sur des stades évidemment non éclairés, simplement balisés, il fallait qu'il y ait une équipe au sol, et il se posait sur les bords de route, dans les cours de ferme, à côté des cours de ferme, en fonction des accidents qui survenaient. L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a pris les commandes pour réaliser des économies d'échelle. L'objectif initial est de faire progresser la qualité du service. Pour les 5 sites qui disposent d'appareils, elle choisit un prestataire unique, Babcock. Problème, les règles de vol de la nouvelle compagnie sont beaucoup plus strictes que les précédentes, la nuit ou en cas de mauvaise météo. À Limoges, le changement est radical. Vous imaginez que, par restriction dans le manuel d'exploitation, on va interdire à des pilotes de décoller dans une société, alors que d'autres, au même lieu, dans les mêmes conditions météorologiques, vont pouvoir voler, et que, surtout, des gens qui vont filmer la carte au trésor ou suivre le Tour de France vont pouvoir voler. Alors d'un côté, on ne va pas pouvoir secourir des gens, alors qu'il y a une détresse vitale, peut-être, c'est un caractère urgent. Et puis pendant ce temps-là, vous avez le pilote d'EDF qui suit les lignes électriques, le pilote qui fait l'épandage aérien sur les champs, vous voyez. Autre recul dénoncé par l'ancien pilote, un mauvais choix d'appareil. Selon la météo, il ne pourrait pas transférer de patients dans des hôpitaux parisiens sans s'arrêter en chemin pour faire le plein. Le SAMU 87, il a perdu du range, comme ils disent, de la distance. Et ça, c'est très important, la distance, puisque nous, on est déportés, on est loin de tout. Donc il nous faut du range, il nous faut il nous faut une bête sur le plan de la puissance
Si on ne veut pas enlever une partie de l'équipe médicale, il nous faut quelque chose de puissant. Depuis, l'alerte semble entendue, le prestataire améliore son service et l'agence régionale de santé reconnaît avoir mal pris en compte la qualité de ce qui était fait avant. Mais plusieurs pilotes de Limoges ont déjà quitté la région avec leur savoir-faire. Oui, allô Claire, la 306, elle ne sort pas ce soir. D'accord, bon ben je vais faire le transfert en hospitalisation alors. Je vais voir si elles ont une chambre. Plus terre à terre, d'autres décisions résultent de choix économiques locaux. Vu l'heure qu'il est, elle va passer la nuit avec nous. Je la reverrai demain matin pour lui réexpliquer un petit peu tout ça tranquillement. Sinon, l'opération, il n'y a pas de souci. Après son opération au CHU, l'épouse de cet homme ne pourra pas rentrer chez elle ce soir à la souterraine comme c'était prévu. La chirurgie a été retardée faute de bloc opératoire disponible à l'hôpital mère-enfant. Il y a un bloc à la HME qui n'est pas utilisé parce qu'il n'y a pas assez de personnel anesthésiste et infirmier pour le faire tourner. Mais nous sommes dans nos bureaux des médecins, des cadres, des secrétaires, de nos chefs de clinique qui sont 3 dans le même bureau. Yves Aubard est un chef de service préoccupé. Récemment, son homologue de Clermont-Ferrand a choisi de démissionner. Dans un espace petit, on est un peu tassé les uns sur les autres. Il reste en place pour travailler avec sa direction et tenter d'améliorer les choses, mais la tâche est difficile. Selon lui, la pression budgétaire est de plus en plus forte. L'hôpital est payé une certaine somme pour un accouchement. À nous de faire que cet accouchement se réalise dans la fourchette, si possible moins d'ailleurs pour que l'hôpital gagne un peu de sous, mais en tout cas surtout pas plus. Et donc, ça veut dire garder les gens un petit peu moins longtemps à l'hôpital, ça veut dire faire les choses avec moins de personnel possible, avoir moins de lits, parce que les lits c'est de l'entretien aussi, enfin voilà. Donc on est vraiment contraint pour faire nos activités, vraiment en réfléchissant, est-ce qu'on ne va pas dépasser le budget alloué pour cette pathologie-là ? Pour réaliser des économies, il doit aujourd'hui se séparer de médecins vacataires. Et le chef de service se pose déjà des questions pour l'avenir de certaines activités peu lucratives, comme la préservation de la fertilité. Une chose est sûre, la décision médicale a souvent du mal à s'imposer. J'ai actuellement dans le service une collègue qui change d'activité et donc qui lâche un 40% dans le service. J'ai demandé à ma direction des ressources humaines si je pouvais prendre un médecin à la place. La réponse, c'est on ne va pas tarder à vous répondre. Je n'ai pas de réponse. Et on va probablement me demander de faire une fiche de poste et de démontrer que le praticien que je vais prendre va rapporter des sous. Parce que le problème est là maintenant, c'est qu'on est vraiment dans la rentabilité pour les praticiens hospitaliers. Qu'est-ce que c'est un médecin rentable ? Je ne le sais pas bien. Pour moi, c'est un médecin qui soigne bien les malades. Mais c'est pas comme ça qu'on compte actuellement. C'est un médecin qui va faire une activité qui va ramener plus d'argent que son salaire en coûte. Bonsoir madame. Demain, les patients sont encore préservés de ces débats. Si vous êtes en forme, demain vous pourrez sortir. Mais les tensions budgétaires aboutissent aussi à des tensions sociales. En mars 2017, l'actualité de la santé à Limoges est marquée par une grève de la faim. 4 personnes cessent de s'alimenter dans le hall même du CHU pour demander des créations de postes. Un mouvement d'une ampleur rare qui va marquer les esprits. Bonjour. Ce mouvement, il est violent, en effet. Se mettre en danger pour pouvoir obtenir des postes, vous vous rendez compte un petit peu, dans la santé, en plus, ça a tout des paradoxes qu'on a eu du mal à faire. Parce que pour nous, non, quand on demande des effectifs supplémentaires, on demande juste que les gens puissent travailler correctement pour soigner derrière, c'est qu'il y a les patients derrière. À l'issue de cette grève de la faim, la direction du CHU a créé des postes d'infirmiers et un pool de remplaçants. Mais selon la CGT, le dialogue est toujours difficile et des inquiétudes concrètes demeurent. Beaucoup de personnel infirmier nous disent qu'ils ont peur de faire une erreur. Quand on travaille dans la précipitation, il y a toujours cette crainte de faire l'erreur. Donc tout est fait pour pas qu'il y ait cette erreur, mais du jour au lendemain, il peut malheureusement y avoir cette coquille qui arrive, quoi. La direction des hôpitaux est-elle vraiment toute puissante ? Celle du CHU de Limoges n'a pas souhaité nous recevoir dans le cadre de ce reportage. C'est au centre hospitalier de Brive que nous rencontrons le directeur. Il nous accueille avec le président de CME, qui représente la communauté médicale. Selon Vincent Delivet, l'hôpital ne peut pas être géré comme une entreprise classique. On n'est pas là pour maximiser du profit. Moi, d'un point de vue économique, je considère qu'on maximise de l'utilité sociale sous la contrainte de la qualité, évidemment, du service rendu, et sous l'autre contrainte du respect des budgets qui nous sont alloués, puisque c'est la collectivité publique qui nous les donne.
Est-ce que vous, en tant que directeur, vous avez déjà fait des arbitrages où le financier prenait le pas sur le médical? Oui, enfin dans toute activité. Vous êtes amené à regarder ce que vous pouvez faire en termes de projet et arbitrer. Par contre, sur des choses, on va dire, vitales, je pense à certaines molécules très onéreuses à un moment donné, on a plus subi que décidé en disant on va arrêter de soigner les gens. Ça, non. L'angoisse des médecins, c'est surtout les choix de la tutelle, l'État, qui rembourse de moins en moins bien l'activité des hôpitaux. Cela pose un sérieux problème d'attractivité, mais pas seulement. On a tendance à faire des actes et des actes et des actes pour rester au niveau. Voilà. Au détriment du patient, pour le coup. Au détriment de la collectivité. Après, on ne fait pas des actes sur des patients qui n'en ont pas besoin. Mais vous avez tendance, par exemple, on va dire, un examen d'imagerie, de le faire 3 fois, alors qu'avec une fois, ça suffirait. Pour le directeur, plus qu'un mode de financement, c'est une vision de l'avenir qui doit évoluer. Et je crois que le gros enjeu, effectivement, c'est de se dire la médecine progresse, il y a des molécules nouvelles qui coûtent cher. Est-ce que notre pays va être capable d'offrir ce progrès social et sanitaire à toute la population et partout sur le territoire? Le financement des hôpitaux va évoluer dans les prochains mois avec le dernier plan santé du gouvernement. Un nouveau type de financement va notamment voir le jour pour certaines pathologies chroniques comme le diabète. Reste à savoir si cela aidera l'hôpital à sortir du brouillard. De retour au centre hospitalier de Rochefort, notre hôpital est-il vraiment malade? C'est le thème de cette enquête de région. François Clapeau, vous nous avez rejoint, vous avez réalisé ce magazine que l'on vient de voir avec Valérie Agut, Marine Nadal et Andrea Ballot. Il est important de préciser, François, que obtenir des témoignages sur ce thème de qui est le patron à l'hôpital n'a pas été une mince affaire. Alors c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les couloirs quand on fait des reportages dans les hôpitaux, au CHU de Limoges et ailleurs. Beaucoup de médecins se plaignent de ces problématiques financières et du manque de moyens. Là dans le reportage, c'est vrai que c'est un chef de service qui a l'expérience, qui a les épaules pour tenir publiquement ce genre de discours à la télé. Du reste, il n'est pas en conflit direct avec sa direction, mais il a fait le choix effectivement de nous parler. Mais encore une fois, c'est un problème qui n'est pas secret. Il y a des burn-out de médecins réguliers, y compris aussi dans les directions d'hôpitaux. Il n'y a pas que des médecins. Il y a des suicides aussi parfois. Donc c'est une vraie problématique qui donne envie quand même aux médecins d'en parler un petit peu. Et tout n'est pas dit dans ce magazine. Non, il y a d'autres sujets qui ont été abordés pendant le tournage. On ne peut pas tout raconter au montage, mais il y a les jeunes médecins, par exemple. L'hôpital a du mal à les garder. Ils ne partent pas vers le privé par appât du gain, et ils partent dans le privé parce qu'ils ont moins de contraintes administratives, moins de contraintes financières, une plus grande liberté d'action. Et donc l'hôpital public aujourd'hui a du mal à garder ses forces vives. Il y a aussi une autre problématique qui nous a été rapportée du côté de Brive, c'est les kinésithérapeutes. Aujourd'hui, un jeune kinésithérapeute qui sort d'école va gagner 2 à 3 fois plus cher en travaillant dans le secteur privé. Aujourd'hui, il y a un problème de recrutement des kinés à l'hôpital public et ça pose aussi un problème de santé publique. Les services des urgences. Dans beaucoup d'hôpitaux de France, ils sont au bord de la rupture. Pas assez de personnel, trop de patients. En décembre 2018, à Paris, une quinquagénaire est même décédée après avoir patienté 12 heures sur un brancard. Alors les urgences sont-elles emblématiques de la dégradation de la situation à l'hôpital public? C'est ce que l'on va voir. Bonjour docteur Frédéric Serrati. Merci de nous accueillir dans votre service. Vous êtes responsable d'unité aux urgences, à ces urgences de l'hôpital de Rochefort. D'abord un mot sur leur fonctionnement. C'est un fonctionnement partagé entre plusieurs sites. Oui, effectivement, une fédération de médecins a été créée entre les centres hospitaliers de Rochefort et de La Rochelle, qui ont permis de mettre en place une équipe commune, qui représente à peu près une petite cinquantaine de médecins, dont une trentaine exercent sur les 2 sites. Pourquoi ce besoin de partager des équipes? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde? Alors ce besoin, il est double. Il arrive dans une tendance nationale qui va dans le sens des regroupements et d'activités au sein des groupements hospitaliers de territoire, et qui va aussi dans le groupement des équipes médicales pour pallier à des problèmes d'effectifs. Comment expliquez-vous que les urgences hospitalières sont arrivées quasiment au point de rupture? Au fil des ans, nous avons connu une augmentation d'activité constante. Ceci adossé à une difficulté sur la permanence de soins sur certains secteurs, qui fait que dans la nuit profonde ou dans les week-ends, il n'y a plus de recours aux médecins généralistes. Et le dernier point, c'est le fonctionnement sur mode de rendez-vous d'une partie des médecins libéraux, qui fait que les gens n'ont plus la possibilité ou la patience d'attendre. Ici, par exemple, que représente la hausse d'activité? Elle est en moyenne sur les 7 dernières années de 4,5%, avec des pics par an. Ouais.
avec des pics sur l'année 2017 à plus 7% par rapport à l'année précédente. Ça veut dire aujourd'hui que les urgences, dans une réforme de la santé, il faut aussi qu'elles soient rentables. La question de la rentabilité n'est pas une bonne question. La question nationale qui est posée et qui ne concerne pas que les urgences, c'est l'efficacité du système de santé, c'est-à-dire de garantir une santé égale pour tous dans un portefeuille qui est contraint. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de prérogative particulière au niveau des urgences par rapport à d'autres filières. Vous ne ressentez pas la pression budgétaire On la ressent sur l'hospitalisation. Voilà. La volonté étant de diminuer le nombre d'hospitalisations, ce qui va dans le sens un petit peu de l'histoire de la médecine, avec des prises en charge qui sont de plus en plus courtes, avec des retours à domicile de plus en plus précoces. Sauf dans votre service, aux urgences, pour l'instant, il n'y a pas de pression budgétaire? Des pressions en tant que telles, non, vu que quand nous étions en difficulté d'effectifs, nous avons eu recours à l'intérim. Les directions se donnent les moyens de faire fonctionner leurs urgences. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'elles fonctionnent efficacement. Ce dysfonctionnement n'est pas lié forcément à un défaut de moyens, il est lié à un engorgement des urgences parce que les patients y restent trop longtemps. Ce centre hospitalier de Rochefort, je vous le disais, est innovant dans son organisation. Il fonctionne en partage avec les établissements du nord de la Charente-Maritime, partage des équipes techniques, médicales ou administratives. Bonjour Pierre Thépaut. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur de ce centre hospitalier de Rochefort et de La Rochelle, qui fait partie donc de cet ensemble. Qu'est-ce que cette organisation en partage apporte finalement aux patients? Quand on parle de partage, on ne divise pas, mais on multiplie nos capacités. Ce qui est important, c'est que la population commence à comprendre que lorsqu'elle va être prise en soins à Rochefort ou à La Rochelle, elle va rentrer dans un groupe. Et donc, l'idée, c'est que ce groupe assure une continuité de la prise en charge, que ce soit à Rochefort ou à La Rochelle, avec une même politique de soins, une même politique médicale. Vous avez attiré de nouveaux médecins parce que vous êtes en groupe? Bien sûr, et donc il y a une sorte de fertilisation croisée entre les équipes. Mais n'y a-t-il pas finalement un risque à terme de fusionner ces services qui travaillent ensemble? Mais d'abord, la fusion, ça peut être la confusion. Moi, je préfère cette idée de direction commune. Ce qui est un objectif, c'est effectivement de mieux se coordonner et d'avoir, au fond, quelque part, une doctrine d'emploi. Parce que ce qui fait que parfois c'est difficile, c'est qu'on veut faire à l'hôpital tout et son contraire. On voudrait, par exemple, que tel hôpital perdu sur un territoire, il faudrait qu'il y ait encore un service de chirurgie alors qu'il n'y a plus de chirurgiens, et on va avoir une forme de langage un peu désaxé à ce sujet, alors qu'en réalité, si on a une doctrine d'emploi en disant, mais voilà, comment ça se passe sur ce territoire, je viens aux urgences, je suis pris en charge, si j'ai des soins plus aigus, comment je suis ensuite transporté, comment j'ai une équipe étoffée qui va pouvoir me prendre en charge. C'est ça qu'on est en train de faire entre La Rochelle et Rochefort. Et vous pensez que les patients, les gens, ils sont prêts, les Français, ils sont prêts? Ce qu'il faut, c'est bien que la population comprenne à quel moment il faut aller aux urgences et que là, à ce moment-là, on va vous prendre en charge, on va vous transporter, on va vous amener là où il faut, mais les patients, pour 80% de leur temps de soins, seront pris en charge dans l'établissement de proximité. Donc ce modèle de rapprochement, pour vous, c'est l'avenir? Pour moi, c'est l'avenir et c'est sans doute quelque part aussi la naissance de quelque chose de nouveau. Et c'est aussi ça qui va permettre à un système d'encore mieux soigner. Merci Pierre Thépaut. Alors cet hôpital de Rochefort fait donc partie d'une communauté hospitalière de territoire. Mais il y a également des fusions pures et simples d'hôpitaux, une politique qui est parfois décriée pour l'accès aux soins pour tous. Cette politique est-elle finalement efficace pour le patient? Regardez cette nouvelle enquête en immersion dans le nouveau centre hospitalier des Deux-Sèvres. À peine ouvert en 2018, il enregistre déjà plusieurs millions d'euros de déficit et le recrutement de professionnels est parfois difficile. Au milieu des champs, un hôpital flambant neuf. 300 lits installés à côté des moutons, avec urgence, maternité, bloc opératoire. Ce centre hospitalier, c'est celui de Félabès, une commune de 1000 habitants. C'est ici, dans les Deux-Sèvres, qu'est né ce projet de santé publique étonnant, dans une France où pourtant les déserts médicaux se multiplient en milieu rural.
J'aurais jamais cru qu'un hôpital s'installe ici. C'était un outil qui était indispensable à la population du Nord de Sèvres. Au départ, comme tout le monde, c'était un petit peu difficile parce qu'on a réuni en fait 3 sites. S'il n'y avait pas cet hôpital, il faudrait aller à Poitiers, il faudrait aller à Angers. Ce sont des patients qui devront faire des kilomètres pour avoir leurs soins et leurs traitements. Allez, c'est parti. On va pouvoir vous reposer dans la chambre. Oui. Le petit Kylian vient tout juste de naître. Kylian, il est vraiment imperturbable. Oui. Il dort vraiment bien. 2 à 3 accouchements se déroulent tous les jours à l'hôpital Nord de Sèvres. À chaque fois, comme un symbole. En tout cas, il est très sèche pour l'instant. Bon, il y aura marqué sur sa carte d'identité, né à Félabès. Oui. Ça vous fait quoi, vous? Ben, ça fait drôle parce que Félabès, c'est quand même à la campagne. Et on a l'habitude de Bressuire, Saumur, Cholet, toutes les grandes villes, donc c'est original. Et vous trouvez ça bien? Oh oui, tout à fait. Oui, oui, j'en suis fière. Cet hôpital est pourtant né dans la douleur. Il a fallu plus de 20 ans pour réunir enfin les centres hospitaliers de Thouars, Parthenay et Bressuire. Menacés de fermeture, ces sites devaient s'unir pour survivre. Mais ce projet a suscité de nombreuses craintes chez les habitants. La voie, elle semble unique, c'est toujours faire disparaître des hôpitaux, fabriquer des monstrueux regroupements qui délaissent finalement plein de gens et puis aussi qui coûtent très cher et qui, au bout du compte, n'apportent rien. Le choix géographique s'est finalement porté sur Félabès, commune rurale plantée au cœur de ce bassin de population de 170 000 habitants, au milieu de rien pour certains. Un compromis pour ménager toutes les susceptibilités locales, avec à la manœuvre Ségolène Royal, toute puissante présidente de région à l'époque. Ça a été le fruit d'un long combat, parfois un peu solitaire d'ailleurs, mais toujours avec vraiment les acteurs de terrain, le directeur de l'hôpital, les élus d'ici qui n'ont jamais lâché prise. Donc il a fallu trouver des astuces aussi pour pouvoir surmonter les blocages et les interdits administratifs. Les travaux durent 3 ans. Coût de ce nouveau centre hospitalier, près de 100 millions d'euros. Il est mis en service en juin 2018, mais très vite, les problèmes s'accumulent. À peine ouvert, l'hôpital manque d'une dizaine de médecins. Il n'y a pas ce qu'il faut, parce que mon mari, il a quand même des grosses pathologies, on n'a pas de cardiologue. On va aller à Cholet mercredi. Voilà, rhumatologue, on va aller à Cholet. Une situation très inquiétante pour ce chirurgien expérimenté. Alors, c'est une cure d'incontinence. On va mettre en place une bandelette sous-urétrale. Pascal Villemontex enchaîne les passages au bloc depuis des décennies. Mais aujourd'hui, il craint pour sa succession et il adresse un message à ses jeunes confrères. La nation a quand même financé vos études et c'est les impôts des gens. Il faut savoir que le Nord de Sèvres, c'est quand même une zone où la consommation de soins par rapport à la contribution globale des impôts des Nord-de-Sévriens est totalement disproportionnée. On est un territoire qui est net contributeur pour le budget de la sécurité sociale, même avec un investissement comme celui-ci. Un territoire qui ne creuse pas le déficit de la Sécu, mais qui n'attire pas les médecins débutants, à quelques rares exceptions. Bonjour. Virginie Gadouin, elle, n'a pas fait le choix des grandes villes ou des bords de mer. Moi, ça va bien, je vous remercie. Après son internat, elle a intégré le service médecine de jour de Félabès. Parfait, vous pouvez vous rallonger. On peut savoir pourquoi vous avez décidé de travailler à l'hôpital de Félabès? C'est surtout l'avantage de travailler dans un petit hôpital, proche des gens. Voilà, c'est vrai que c'est un bon exemple. C'est plus familial, on a plus le temps de travailler Et puis le bon, on passe bien. Avec les gens. On peut discuter. Alors, on fait notre travail de médecin, mais il y a plus de proximité avec les patients. Derrière les bâtiments neufs, une autre urgence, celle du budget de l'hôpital. Son déficit est déjà très important, de 10 à 20 millions d'euros selon les sources. Les syndicats dénoncent un sous-financement de l'État. On nous dit par contre qu'il faut faire des économies. Cette espèce de schizophrénie là, qui est complètement folle, c'est le terme, et du coup qui fait qu'à un moment donné,
je pense qu'il y a des volontés politiques derrière de faire des économies sur la santé. Des arguments rejetés par l'Agence régionale de santé. C'est elle qui met en œuvre les politiques de santé publique. Ce qui a particulièrement mis en difficulté l'établissement, c'est le manque de recettes liées à des départs de praticiens, à une sous-activité liée aussi au déménagement. Ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est une partie d'effectifs médicaux qui permettent d'avoir un équilibre financier. Si Bressuire a totalement fermé, 2 sites hospitaliers ont été maintenus à Thouars et à Parthenay. Autant pour soutenir l'activité que pour adoucir les esprits locaux. On y trouve des centres de soins non programmés, sortes de mini-urgences, de la psychiatrie et 150 lits de gériatrie. Vous l'attrapez? Comment elle s'appelle? Qui? Ben, la Carole. dame. Non. Je me rappelle pas. Marie. Marie-Madeleine. C'est bien? Je ne connais pas. Bien. Ouais, et puis qu'ils te disent bien le bonjour. Le vieillissement de la population rurale, un autre défi pour l'hôpital Nord-de-Sèvres. Vous avez quel âge? Quel âge avez-vous? De l'heure qu'il est? Oui. Je sais pas, je vais te le dire. 96. Combien? 96. Tu crois? Oui. Vieille. Non, c'est pas vieux. Mais non, c'est pas vieux, faut pas le dire ça. Ça se passe bien ici? Oh, je des reproches à personne. S'il y a quelque chose qui va pas bien, on essaye de l'arranger, c'est tout. Et on ne saute pas sur les gens en disant « t'as pas fait ci » ou « t'as fait mal ça ». Non, 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 pas ça, pas ça. Retour à Félabès, où la nuit commence à envelopper le site hospitalier. C'est l'heure de pointe aux urgences. Attends, on va se mettre là. Je suis le docteur Levaux. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais même plus, je suis tombée, c'est pareil, je sais plus. Vous avez pu vous relever toute seule? Attends, j'appelle les gars, moi. Est-ce que vous avez réussi à vous relever toute seule? Mais j'ai mal dans la hanche. Vous avez mal dans la hanche? Oui. Donc vous n'avez pas pu vous remettre debout? Je crois pas, je sais plus. C'est pas grave. Ah, on a une sortie SMUR. Chaque jour, les membres du SMUR se tiennent prêts à partir. Et chaque jour, une centaine de personnes transitent par ces urgences. Comme partout, s'y croisent toutes les détresses et tous les âges. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez fait ça? J'ai eu un accident de voiture. Vous étiez conducteur? Oui. Vous avez mal où exactement? La tête. À la tête. Je vais prendre ceci, c'est votre ordonnance? D'accord, je vais regarder. Il a quel âge? Il y a 1 mois, presque et demi. Tout neuf? Oui. C'est le premier? Oui. Ça va toi dans la vie? Alors t'as des coliques? Vous avez changé de lait récemment? Après quelques mois d'activité et déjà des milliers de cas traités, Et l'autre c'est son pouce avec son en accident de voiture. le chef des urgences ne regrette pas le choix géographique de Félabès. À peu près 100% de la population est à moins d'une demi-heure des urgences. Donc c'est un positionnement stratégique. Oui, par rapport à la population. Et après, intégré, on a un héliport au-dessus, ce qui fait qu'on est à un quart d'heure de Poitiers. Donc l'intérêt, c'est la prise en charge au plus près de la population, et après, on les oriente en fonction de leur pathologie. À tout à l'heure. Ça va? Dans le service chirurgie ambulatoire, c'est l'heure de la pause pour Karine et le reste du personnel soignant. Oui. Je vais faire ma petite pause. Les cafés et les sourires s'enchaînent. Et souvent, au cœur des conversations, leur nouvel outil de travail. Qu'on le défende, notre hôpital. Important. Hier, les patients étaient super contents. On a eu plein de retours positifs, ça fait du bien. Ce matin, on a lu les fiches de retour, là. Ouais. C'était que du positif, on Il y en avait même pour le médecin. Certaines d'entre elles ont décidé de dire stop aux critiques. Elles ne nient pas les difficultés, mais demandent qu'on leur laisse le temps de s'installer. Sans savoir, et finalement, ils arrivent tous avec un a priori et ils repartent tous contents. C'est ça qui est bien. Oui. On entendait des choses incroyables, que l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir. On entendait des choses vraiment qui n'avaient pas de sens. Et du coup, oui, c'est vrai que ça fait du mal, surtout quand on essaie de faire de son mieux à longueur de journée, que les gens qui viennent dans nos services sont contents et nous le disent. Bonjour, ça se passe bien si je viens? Oh, ça se passe bien, je vous remercie.
Et c'est vrai qu'après 4 jours de tournage et de multiples conversations, nous n'avons entendu aucune critique virulente de la part des patients, comme dans ce service de chimiothérapie. Vous aurez toujours des mécontents, toujours. Moi, je dis que le personnel nous a toujours apporté le sourire, le soutien. Vraiment, le côté humain l'emporte sur l'économie. Si ça pouvait être sur le plan national pareil, ce serait encore mieux. Oui. C'est un bel hôpital à la campagne, hein, on va dire un hôpital bio, avec en fin de compte des murs blancs, des gens, comment dirais-je, avec une empathie que je n'ai pas trouvée dans tous les hôpitaux. En coulisses, l'administration hospitalière s'active. Un nouveau directeur vient d'être nommé. 64 Varettes. Voilà. Très bel équipement. Oui, on a eu la... Première visite et première prise de contact avec le personnel dans le service imagerie. L'hôpital Nord de Sèvres met en avant ses atouts technologiques pour rassurer. Voilà. Ah, l'IRM. Donc là, on arrive à l'IRM, c'est donc au niveau des commandes. Il y a nos manipulatrices, donc c'est une IRM 1,5 Tesla. Hein. Et une IRM qui est fixe maintenant dans cet hôpital. Oui. Et qui n'est plus une fois tous les 15 jours. Un IRM à roulette, comme on roulette. disait autrefois. Pierrick Dieumegar veut soigner sa communication. C'est un homme neuf dans cet hôpital. Son rêve, c'est d'entamer un nouveau cycle. Les messages qui ont pu être véhiculés ou portés par certains doivent être considérés comme du passé. Et bien évidemment, parmi les missions premières qui seront les miennes au sein de cet établissement, ça sera notamment de conforter l'offre de soins en procédant au recrutement, au complément de recrutement des équipes médicales en place. Un enjeu de taille. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, hein. L'hôpital Nord de Sèvres emploie près de 1700 personnes. Bon retour chez vous. Merci. Et bon rétablissement surtout. Merci. Sa réussite ou son échec seront scrutés de près. Il pourrait redéfinir en effet l'avenir de l'ensemble des services publics sur ce territoire rural. De retour à Rochefort pour la suite de cette enquête de région en Nouvelle-Aquitaine. Notre hôpital est-il vraiment malade? C'est le thème aujourd'hui. Professeur Olivier Mimose, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous coordonnez la filière urgence du groupement hospitalier du territoire de la Vienne. Pourquoi l'accès aux soins reste aujourd'hui une grande fracture dans notre territoire, selon vous? Alors d'abord, il y a beaucoup de raisons, hein. C'est vrai que on peut dire qu'il y a deux phénomènes qui s'opposent. Le premier, c'est une demande de soins qui est de plus en plus grande, de plus en plus fréquente. Et de l'autre côté, une offre qui, elle a diminué ces dernières années et qui est probablement hétérogène sur le territoire national. Les fameux déserts médicaux. Les fameux déserts médicaux. Est-ce que les urgences, qui sont comme souvent au bord de la rupture, ne révèlent pas finalement l'impossibilité de la médecine de ville de répondre aux attentes des patients qui du coup se rendent aux urgences? Alors c'est vrai que ces déserts médicaux ont fait qu'il y a eu un réflexe dans la population qui est d'aller plutôt vers les hôpitaux, vers les services d'urgence, peut-être des raisons de facilité aussi, ou un besoin pressant d'avoir accès aux soins immédiats. Parce que c'est gratuit aussi aux urgences. Alors, c'est pas gratuit aux urgences. Elles sont payées par la nation, et donc ça coûte à la nation. Mais on ne sort pas d'argent de la poche. Mais on ne sort pas d'argent de la poche tout de suite. Si on doit payer, on paiera, mais on paiera de façon retardée. Donc on a l'impression de gratuité, mais ce n'est pas vraiment cela. Il faut que le réflexe primaire soit, lorsque c'est possible, et lorsque le degré d'urgence le permet, c'est d'aller vers son médecin et son médecin généraliste. Car c'est lui qui vous connaît le mieux, c'est lui qui vous prendra le mieux en charge lorsque l'urgence n'est pas une véritable urgence. Là, on a atteint le point... On n'a pas atteint le point maximal, mais en tout cas, il ne faut pas que la réponse systématique soit vers les urgences. D'accord. Je crois que quand on peut avoir accès au médecin généraliste, il faut avoir accès au médecin généraliste. Vous préconisez notamment la téléconsultation dans la prise en charge des urgences. On va en parler. La téléconsultation qui a franchi un cap en septembre 2018 puisque consulter un médecin à distance via un écran est désormais prise en charge par la sécurité sociale comme une consultation classique. La télémédecine est testée depuis une dizaine d'années en France. Qu'apporte-t-elle concrètement? Voyez cet exemple avec le CHU de Limoges. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est une consultation à 40 km de distance. Votre poids est resté stable? Oui.
D'accord, vous mangez bien? Oui. La patiente est à l'EHPAD de Chalut, le médecin gériatre au CHU de Limoges. Il peut poser des questions, mais aussi observer d'éventuelles lésions en haute définition et pratiquer des examens. Christelle, est-ce que vous pouvez faire un électrocardiogramme pour qu'on voit l'état cardiaque de cette dame, s'il vous plaît? Améliorer l'accès aux soins en zone rurale, éviter des passages aux urgences qui peuvent désorienter. Les objectifs du projet de recherche sont ambitieux, mais selon les gérontologues du CHU, les bénéfices sont déjà concrets. L'avantage qui n'existe pas avec la consultation au CHU, c'est l'interrogatoire de l'entourage, en sachant que cet entourage est large. Ça peut être les soignants qui sont à l'EHPAD, qui accompagnent le patient, et le patient est systématiquement accompagné par un soignant, mais ça peut être également sa famille. Les patients ont dû s'habituer à dialoguer avec un écran, mais le pas a été vite franchi et ils évitent des déplacements à Limoges, pas toujours appréciés. On a rendez-vous à 8h30, je vous fais une supposition, et puis des fois à 11h, vous n'êtes pas encore passé. Donc ça, c'est des heures d'attente. Alors qu'ici, c'est chez vous. Ici, c'est chez moi. Oui. C'est aussi un projet de développement pour l'ensemble de l'EHPAD. Des personnes, des Chalusiens, des Chalusiennes pourraient, ou même des communes alentours, pourraient venir ici bénéficier d'une téléconsultation sur la base d'un planning vu avec le CHU Limoges ou avec les cliniques de Limoges, pour que nous, on ouvre les portes facilement de cet équipement-là. La technologie a bien suivi. Pour l'équipe de gérontologie du CHU, la télémédecine est un axe de travail majeur. Il faut démontrer son intérêt dans l'amélioration des soins, répondre aux questions sur la sécurité des données, participer au débat éthique. Limoges est à la pointe avec bientôt une nouvelle formation. Un diplôme d'université autour de la e-santé, de la télémédecine, pour former l'ensemble des professionnels de santé de nos territoires et les acteurs sociaux également sur l'intérêt de la télémédecine. Et je pense que ça va nous amener vers la création de nouveaux métiers autour de la télémédecine. De Chalut à Limoges, la région fera bientôt parler d'elle. Les résultats du projet de recherche en télémédecine doivent maintenant être publiés dans une revue internationale. Professeur Olivier Mimoz, la téléconsultation, qu'apporte-t-elle pour les urgences? La téléconsultation, la télémédecine, c'est un des nouveaux atouts de la médecine de demain, je dirais même de la médecine d'aujourd'hui, puisque nous, on l'utilise de plus en plus dans la Vienne. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Nous avons 4 hôpitaux dans la Vienne, un gros CHU, un hôpital de moyenne taille, et puis 2 petites structures. Sur ces petites structures, la téléconsultation, la télémédecine va permettre de mettre en relation un patient aux urgences qui vient pour un problème donné, pour lequel on a besoin de l'avis du spécialiste, et plutôt que de déplacer le malade, on va transmettre les informations, les images, l'aspect du patient qui a besoin le spécialiste à distance. Ça fait partie des équipements qu'on va pouvoir mettre en place pour, je dirais, apporter le patient vers le médecin sans le déplacer. Ça renforce quand même un peu le sentiment d'une médecine à 2 vitesses entre ceux qui sont proches du médecin et au pas contraire, les autres. C'est trouver la solution aux endroits où effectivement on est moins bien doté en médecin. Je vous donne un autre exemple. On va dans une EHPAD, on nous dit tel patient a été victime d'une chute, il a une plaie, il faut venir le chercher, l'emmener à l'hôpital pour le suturer. Finalement, on peut envoyer aussi une ambulance dotée d'outils de télémédecine. Les ambulanciers vont pouvoir nous envoyer des images, comme ça on va avoir un aspect réel de la plaie, se rendre compte que finalement la plaie n'est pas si importante que ça. On peut laisser la victime sur place et elle sera prise en charge le lendemain matin par son médecin généraliste. Donc dans la Vienne, vous avez une organisation spécifique pour l'organisation des urgences. Quelle est-elle et qu'apporte-t-elle aux patients? L'ensemble des médecins des 4 hôpitaux de la Vienne en fait, font partie d'une équipe unique. Premier avantage, c'est que d'abord, nous avons toujours des médecins pour mettre en place, y compris dans les petits hôpitaux. Deuxièmement, nous pouvons également mettre en place des protocoles de travail en commun, des filières de soins qui font que le patient, quelle que soit sa prise en charge, sera dans la bonne filière. S'il doit aller vers le CHU, il sera très très vite pris en charge vers le CHU. S'il peut aller vers l'hôpital de proximité, il restera dans l'hôpital de proximité. Sans risque de fusion, puisque les services travaillent ensemble. Quelque part, oui. Alors, qu'il y ait fusion ou qu'il y ait juste des partenariats, le principal, c'est qu'on fera massivement en commun et qu'on apporte à la population la même qualité de soins, quel que soit l'endroit où on est pris en charge. Et c'est ça l'objectif de notre équipe de territoire. All or nothing is all or nothing is
Réformer notre système de santé, c'est l'objectif du nouveau plan du gouvernement dénommé Ma Santé 2022. Parmi les mesures, regrouper les blocs chirurgicaux et les maternités dans de plus grands établissements. Pourtant, 2/3 des petites maternités ont déjà fermé en France ces 40 dernières années. Encore récemment dans la région, celle d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Une fermeture très polémique dans ce secteur en pleine montagne. Voyez quelles sont ses conséquences. Bien manger, voilà le goût. Donc je vais varier mon alimentation pour déjà lui faire découvrir d'autres choses. Il faut s'entraîner, c'est une pratique, c'est vraiment une discipline. Préparation prénatale pour ces 2 futures mamans. Dans cette salle étaient auparavant pratiqués des accouchements. Désormais, le centre périnatal oloronais de proximité reçoit les femmes jusqu'au 8e mois de grossesse. Gestion du stress, alimentation, respiration. Le CEPOP propose chaque semaine ses cours. Là, c'est un peu du confort aussi, hein, et puis une fois de plus, un service rendu à la population locale. Il y a des femmes qui choisissent directement de se faire suivre à Pau. Toutes les grossesses pathologiques étaient déjà suivies à Pau. Donc là, ça s'adresse vraiment aux patientes qui ont une grossesse tout à fait physiologique, normale, et avec une offre de proximité. Car depuis décembre 2017, la maternité d'Oloron-Sainte-Marie a fermé ses portes. Moins de 300 accouchements par an, manque de médecins titulaires sur place. L'Agence régionale de santé a préféré trancher dans le vif. Fin 2015 déjà, on avait aussi cette réalité de la démographie médicale. On savait que le seul praticien de l'établissement allait atteindre 70 ans. On n'avait pas de pédiatre, donc on savait que les échéances arrivaient et c'est ce qu'on a voulu construire. C'est-à-dire pas cacher une réalité, mais justement la préparer, l'accompagner et pouvoir proposer une réponse vraiment la plus adaptée et qui est sans doute bien évidemment à consolider. Désormais, les accouchements sont pratiqués à Pau, à plus de 45 minutes de route d'Oloron et à près de 2 heures des fonds de vallée. Le Haut-Béarn est un territoire enclavé mais dynamique, avec de grosses entreprises, des stations de ski. La fermeture de la maternité a confronté 2 logiques. Financement d'une offre de soins de proximité d'un côté, confort des patientes de l'autre. Nathalie Guyot a 4 enfants. 3 sont nés à Oloron, la petite dernière à la maternité de l'hôpital de Pau. Un accouchement rendu très compliqué, les sages-femmes étant submergées par les patientes à cette période. On sent qu'elle gère par rapport aux priorités. Et que tant qu'on n'est pas prioritaire, même si on est dans l'inconfort le plus total, et ce qui était mon cas, elles ne peuvent pas être disponibles. Et donc, moi, elles me l'ont dit clairement, vous êtes maman de 4 enfants, on a vu que vous saviez gérer. Je savais gérer mes contractions, j'étais dans une souffrance absolue, et elles avaient des urgences, et elles ont géré leurs urgences. Donc, elles n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, et moi, je me suis sentie abandonnée. Je peux concevoir qu'il y ait des grands spécialistes dans des grands hôpitaux, mais qu'on supprime une maternité, pour moi, c'est une véritable aberration. Il bouge, vous le sentez? Il bouge très fort, il fait plein de bosses. Tu vois son cœur. Tiens, d'ailleurs, je vais te faire écouter le cœur. Jean Henriot était le dernier obstétricien de la maternité d'Oloron. Depuis sa fermeture, il a ouvert un cabinet en ville et pratique toujours des accouchements à la clinique Navarre de Pau. Chaque jour, il reçoit des futures mamans inquiètes de la route à faire le jour J. Mais pour lui, en dehors du stress, la fermeture de la maternité fait courir des risques aux patientes. Tu vas regarder le bébé? Oui. Il y a des fois où il faut aller vite. Et c'est sûr que quand on a 40 km de moins à faire, on peut prendre en charge les patientes beaucoup plus vite, bien entendu. Surtout que ce sont des patientes dont on aura suivi la grossesse du début à la fin. Une maman qui en est à son 3e ou 4e bébé, elle peut être dépassée par l'accouchement et accoucher à la maison ou dans la voiture, comme vous dites. Après la naissance du bébé, je crains beaucoup l'hémorragie de la délivrance, qui peut arriver à n'importe qui. Même une patiente qui a eu 3 enfants sans difficulté, elle peut se retrouver à accoucher par malheur trop vite et se retrouver après à une hémorragie de la délivrance. Et là, il faut aller très vite. Depuis la fermeture de la maternité, les demandes d'accouchement à domicile ont explosé. Marie-Hélène Repetto est sage-femme depuis 40 ans.
Aujourd'hui, cette praticienne reconnue refuse d'assister les naissances à la maison, trop risquées selon elle. Elle suit une soixantaine de futures mamans. Et lorsqu'on lui dit que l'hôpital donne pour consigne de téléphoner au SAMU lors des premières contractions, son avis est tranché. Il n'y a que sur place que nous pouvons voir. Alors, par téléphone, on ne peut pas répondre, sauf si la femme dit oui, j'ai perdu les os. Bah, de toute façon, on lui dit déjà par avance. Donc ça, il faut qu'elle aille à la maternité. Mais si elle n'a pas perdu les os, j'ai des contractions toutes les 10 minutes, mais je ne les sens pas beaucoup. Mais ça peut être quelqu'un qui ne ressent pas beaucoup ses contractions et qui va accoucher dans les 2 heures qui suivent. Et ça peut être quelqu'un qui, effectivement, accouchera que 40 heures après. On ne sait pas. On ne sait pas. Depuis que la maternité est dans le collimateur de l'Agence régionale de santé, citoyens et élus se sont mobilisés au sein d'une association baptisée SOS Proximité. Le but désormais, faire rouvrir la structure. Robert Baraille et Hervé-Luc Béreil sont adversaires au conseil municipal d'Oloron, mais côte à côte dans cette bataille, jusqu'à payer un cabinet de recrutement pour trouver les médecins nécessaires. On rentre dans les clous parce qu'il y a eu des déclarations de l'ARS. Nous avons fait la preuve que si l'hospitalisation publique n'a pas trouvé de gynécologue et de pédiatre pour la maternité d'Oloron, c'est qu'elle y mettait peut-être un peu de mauvaise volonté, car nous qui ne sommes pas des spécialistes, avec l'aide d'un bureau, d'un cabinet de chasseurs de tête, nous avons trouvé une douzaine de médecins, gynécologues et pédiatres, qui étaient prêts à venir à Oloron-Sainte-Marie. Ce que je ne voudrais pas, c'est que la maternité réouvre et qu'il aura fallu attendre un drame pour qu'elle réouvre. Donc, où on dit la vérité, on le dit par rapport à la réalité de ce territoire, ce qui est reconnu, par rapport au potentiel de natalité sur le territoire, ce qui est totalement reconnu, par rapport à la nécessité, avoir dit qu'on ne pouvait pas la garder parce qu'on n'arrivait pas à recruter. C'est vrai que l'administration hospitalière a publié et que la publication était restée infructueuse. Écoutez, je ne vous interromps pas souvent, mes chers collègues. De son côté, Jean Lassalle a déplacé le débat à l'Assemblée nationale en interpellant la ministre de la Santé Agnès Buzyn en octobre dernier. Madame, je voudrais vous dire que la manière dont vous avez procédé à la fermeture de la maternité d'Oloron, au moment où l'on parle du débat homme-femme, de l'égalité homme-femme, mettant à 2h30 de route des femmes dans des vallées lointaines, est absolument inacceptable et ignoble. Et moi, je veux vous dire que nous avions trouvé le nombre d'obstétriciens et d'anesthésistes qu'il fallait. Le maire d'Oloron, M. Luc Béreil, et l'ensemble de la communauté avaient fait le nécessaire, je ne l'aurais pas rappelé. Mais comme à Saint-Dié, comme à Dermiremont, comme à Chénic-Gombert, maire du Blanc, comme partout ailleurs, vous avez fermé impitoyablement. L'histoire montre partout, systématiquement, où l'on a commencé par la maternité, parce que la maternité exige une qualité de soins encore supérieure aux autres, elle garantit un plateau technique de haute qualité. Le jour où vous n'avez plus de maternité, vous pouvez être tranquille que 5 ou 6 ans après, vous n'avez plus de centre hospitalier. La fermeture du site d'Oloron n'est pas un cas unique. En France, les 2/3 des maternités ont baissé leurs rideaux ces 40 dernières années. La loi Bachelot de 2009 a sonné le glas des petites structures, une réforme qui voulait améliorer la sécurité des bébés et des mamans. Pourtant, selon l'INSERM, le nombre de nourrissons morts dans le mois suivant leur naissance n'a pas baissé depuis 2010. La France est désormais classée 23e sur 28 pays européens pris en compte dans cette étude. La suite et la fin de cette enquête de région sur nos hôpitaux. On le disait, le regroupement de maternités, c'est l'une des mesures du nouveau plan santé du gouvernement pour moderniser l'hôpital et la médecine libérale. François Clapeau, Ma Santé 2022, c'est le nom de ce plan de réforme, mais à quoi peut-on s'attendre peut-être dès 2019 ? Alors, à une réforme du financement de l'hôpital, c'était une annonce d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. L'idée, c'est de sortir du tout T2A, de la tarification à l'activité, vers une tarification au forfait. Donc déjà, en 2019, ce sera mis en place pour 2 pathologies chroniques, le
le diabète et l'insuffisance rénale chronique. En fait, l'idée, c'est pas de rémunérer un acte, mais de rémunérer la prise en charge de l'ensemble d'une pathologie et du coup de tous les actes qui s'y réfèrent pour avoir plus de visibilité et pour améliorer la pertinence des soins pour avoir les meilleurs traitements au meilleur moment. Donc ce sera vrai en 2019 pour ces deux pathologies. Une task force a été mise en place, alors c'est le terme utilisé par le gouvernement, pour réfléchir tout au long de l'année 2019 à une réforme du financement des hôpitaux plus globale. Alors malgré les réformes, les déficits s'accentuent au fil des années. Jusqu'où peut-on aller? La santé a-t-elle finalement un prix? Alors, c'est une bonne question, mais surtout, en tout cas, la santé a un coût. Et ce coût, est-ce que la France pourra l'assumer encore longtemps, alors qu'il y a des thérapies de plus en plus efficaces, mais aussi de plus en plus ciblées et de plus en plus chères? Est-ce qu'un pays peut se permettre de rembourser ces thérapies sur le long terme dans un cadre financier forcément contraint? Il faut savoir qu'en Angleterre, par exemple, certaines thérapies anticancéreuses aujourd'hui ne sont plus remboursées pour certains patients, tout simplement parce que ça coûte trop cher et on considère que ça ne vaut pas le coup. Aujourd'hui, en France, on est dans un pays où n'importe où sur le territoire, n'importe quel citoyen peut avoir droit gratuitement aux meilleurs médecins, aux meilleurs traitements, aux meilleures thérapies. Est-ce que ce système est durable? C'est une question éthique qui peut se poser, sachant qu'en France, on a encore une chance et un réserve peut-être d'argent, c'est la prévention, puisqu'aujourd'hui, on est très fort pour soigner une fois qu'on est malade. On est moins fort en France pour prévenir la maladie. Et là, peut-être, il y a un levier qu'il faudra actionner. On parle beaucoup de la crise à l'hôpital public, mais le secteur privé, lui aussi, rencontre des difficultés. En France, 25% des hôpitaux publics sont en déficit, selon le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. La privatisation montre d'ailleurs ses limites chez nos voisins européens des Pays-Bas. Leur système de santé est entièrement privé depuis 2006, mais faute de crédit, 4 hôpitaux ont fait faillite fin 2018, dont l'un à Amsterdam. Les patients hospitalisés se sont retrouvés tout bonnement à la rue. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.